Que peut avoir comme aspect une crise mondiale? Celle de 1929 en a au moins un, c'est la première fois dans l'histoire que tout le monde est touché. Oh, les riches continuent d'être riches pour la plupart et les pauvres encore plus pauvres. La révolution industrielle, le développement des transports, a changé la face du monde. L'économie, essentiellement locale jusqu'alors, s'est teintée de mondialisme. Les bateaux, atteints de gigantisme, franchissent les océans en quelques jours, l'Europe est couverte d'un réseau ferré qui va de ville en ville, de capitale en capitale, en des temps qui rendent préhistoriques les voyages en diligence. Vous pouvez consommer des dattes de Turquie en abondance et juste quelques jours après la cueillette. Vous n'aviez jamais goûté des ananas? Eh bien maintenant c'est possible, l'industrie alimentaire les a mis en conserve sur le lieu de production avant d'être chargés sur des navires marchands pour garnir amplement un rayon dans le magasin du coin. Mais voilà, quand un engrenage de cette belle mécanique se grippe, c'est toute la machine qui a dératé. Vous n'avez plus d'argent pour acheter vos ananas. Le marchand ne va plus en commander, il ne les vend plus. L'armateur a sa flotte au port, les employés des conserveries et les cueilleurs sont au chômage, etc. Heureusement la mode dans tout cela s'en sort plutôt bien. On continue de s'habiller, les créateurs de créer, et qui sait, la pénurie de matières premières ou le manque de liquidité va peut-être influencer cette dernière. Il est certain qu'au tournant des années 30, la femme doit retourner dans son foyer, il n'y a plus guère de travail pour elle. On constate comme dans chaque période de l'histoire où l'économie balbutie, un resserrement de l'ordre moral. Ce que l'on pouvait tolérer au nom de l'argent qui coule à flot, devient soudain une atteinte aux mœurs, c'est la revanche des censeurs. La garçonne passe de mode, mais dorénavant une catégorie de femmes continuera de porter des cheveux courts, c'est définitivement acquis. Les dessous se font plus sages, on ressort presque le corset des tiroirs, on rallonge les jupes, la femme redevient mystère à l'œil de l'homme. Malgré tout, c'est le cinéma qui va se faire une sorte de représentant du monde de la mode et agir comme un accélérateur de libération de la morale. S'il était impensable de voir une femme habillée légèrement dans la rue, le cinéma peut se le permettre, au moins le suggérer, lors d'une brève séquence. C'est l'aube d'un cinéma qui peut s'avérer un brin érotique. Cette facette est mise en évidence par un chef-d'œuvre, L'Ange bleu de Joseph von Sternberg, avec Marlène Dietrich, future icône du cinéma. C'est la première fois que l'on peut voir aussi longuement dans un film, des bas, de soie bien sûr, des jarretelles, une culotte style froufrou, en résumé les dessous de l'époque, vestimentairement parlant. Il façonna le mythe de Marlène Dietrich, qui tournera désormais des rôles bien plus habillés, récupérés par Hollywood en tant que anti-nazi convaincu. Un pareil laisser-aller est totalement impossible dans le cinéma américain victime du code et qui impose une censure drastique au cinéma. Le moindre baiser un peu long, la moindre suggestion de scène d'amour, la moindre vision de jarretelle est totalement proscrite. On ose imaginer la moindre culotte un peu coquine qui sécherait au vent dans le jardin de la voisine. On tolère tout juste le pagne de Tarzan et la tenue suggestive de Jane, bien sûr ce sont des presque sauvages qui vivent dans la jungle. Difficile de les imaginer en complet cravate et en crinoline. La France est bien plus permissive. Tout au long des années 30, on verra des dessous dans de nombreux films. En commençant par La chienne de Jean Renoir en 1931, avec Jeanne Marès qui aguiche Michel Simon en des tenues un rien suggestives. Avec Renoir, Duvivier, Carnet, Vigo, le cinéma français léguera quelques titres de noblesse au cinéma mondial. Mais bientôt, une invention va changer la face du monde, le nylon. Quelques dates. 1930. La méthode Ogino, du nom d'un médecin japonais, permet de calculer les périodes de fécondité. Les femmes lui disent merci. On va à la plage dans un pyjama fait pour. Une création américaine, l'hôtesse de l'air. 1932. André Doré marquera ses chaussettes, bas et mi-bas, des célèbres initiales DD, que l'on trouvera dans une vaste campagne publicitaire, chose qui n'est pas encore très courante, on a des doutes sur son efficacité. Il imposera par ce moyen une maison qui a déjà plus de 100 ans d'existence.
Le soutien-gorge soigne la présentation de ce qu'il est censé aider à tenir en place. On ajoute quelques petits trucages, armatures, bonnets, les plus démunis s'en trouveront consolés. Cela fera chanter quelques années plus tard sur l'air de In the Mood, as-tu vu la Lulu et Lolo qu'elle a là, on dirait des obus de la DCA. Le fameux foulard, dit carré Hermès, est lancé et avec lui toute une tradition de luxe made in France. Nina Ricci se met à la couture. 1934. Le paréo, tenue de plage tahitienne en forme de jupe, fait des adeptes en France. C'est quand même sublime. C'est d'abord esthétique avant d'être sexy. C'est quand même agréable d'être une fille, une femme qui travaille, qui peut se permettre de porter des porte-jartelles parce que c'est effectivement bien plus joli, bien plus féminin, bien plus élégant.